Mesdames, Messieurs, soyez bienvenus. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de vous recevoir dans le cadre d'un nouvel entretien qui va nous permettre d'inviter, d'écouter, d'entendre aussi notre cher ami Claude Léostic, président d'honneur de la plateforme française pour les ONG pour Palestine. Merci infiniment, Claude, d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de recevoir une militante de longue date, une activiste pour l'humanité. Merci infiniment. Merci à vous. Claude, après 6 mois depuis le déclenchement de la guerre de Gaza, avec ce bilan tragique et choquant pour l'humanité, avec ces images, avec ce génocide en live, avec ce bilan de 33 000 personnes assassinées, le déclaré, sans parler de non déclarés, de disparus jusqu'à maintenant, etc. Et surtout, 13 000 nourrissons, enfants et bébés assassinés de façon criminelle, ciblée, bien déterminée. Et en plus de ça, sans oublier les victimes, les femmes victimes, puisque vous êtes une femme qui a plaidé pendant des années pour les droits de l'homme, de droits de l'homme et de droits de femmes aussi pour l'égalité, etc. 18 000 femmes assassinées, des milliers de femmes. On ne parle pas des viols, séquestrations, kidnappage, torture, etc. Quelle est votre lecture pour la situation actuelle, Claude? Je pense qu'on est très clairement devant une situation de génocide. La Cour internationale de justice avait émis l'opinion, la décision que c'était vraisemblablement un génocide et qu'il fallait qu'Israël fasse tout pour ne pas le commettre. Et depuis la décision de la CIJ, bien au contraire, les choses ont encore empiré. Les bombardements sont continus, y compris sur toutes les zones civiles, évidemment, puisque à Gaza, il n'y a nulle part où on peut se protéger, où on peut se cacher, entre guillemets. Donc le génocide est véritablement en cours, il est en cours devant les yeux du monde entier. Et le problème, c'est que le monde entier, pour l'instant, ne réagit pas. Les peuples, oui, les peuples sont dans les rues de toutes nos villes, de toutes nos capitales, mais les dirigeants commencent juste simplement à bouger un petit peu devant l'horreur de la situation et puis aussi devant la pression de leurs opinions. Alors je pense que ce que vous dites est tout à fait juste, hein, sur les 33 000 morts, etc. Il y a plus de 70% qui sont des femmes et des enfants. Et il y a à la fois la mort par les bombes, bien sûr, et comme je le disais, c'est tous les jours, tout le temps, mais il y a aussi la mort par les maladies et la faim. Parce qu'Israël est en train, depuis longtemps déjà, d'organiser la famine, ce qui est un crime de guerre reconnu. Hein. La famine comme arme de guerre est quelque chose d'absolument contraire à toutes les normes du droit international. Et c'est pourtant ce qui se passe. En empêchant de l'aide terrestre de rentrer par Rafah, Israël commet un crime de guerre majeur. Et ce n'est pas le port et les bateaux et les largages par avion qui vont y changer quoi que ce soit. Ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la communication. Ça aide, certes, un petit peu. Et la population en a bien besoin et vraisemblablement apprécie d'avoir un peu de farine et de pouvoir faire un peu de pain dans le nord maintenant. Mais il n'empêche que le blocus est en place, qu'il est total, qu'il n'y a pas d'électricité, que les communications sont les télécommunications sont très, très difficiles. Les déplacements sont un risque majeur dans la mesure où sur les 70 000 tonnes d'explosifs qu'Israël a lancés sur la bande de Gaza, il y en a des tas qui n'ont pas explosé à l'arrivée au sol et qui sont un danger absolument énorme pour toutes les personnes qui essayent de se déplacer, qui essayent de revenir à Khan Younis ou même plus vers le nord pour voir un peu leur maison, récupérer quelques affaires, tous ceux qui sont coincés à Rafah. Et donc, on est dans une violation du droit par le blocus, par les bombardements, par l'affamement, la famine organisée. Et il faut impérativement arrêter ce carnage. Est-ce que vous considérez que l'Occident est responsable moralement, juridiquement, politiquement, l'Occident qui a donné ce chèque blanc pour Israël au nom de légitime défense, riposte
légitime et morale pour la sécurité en oubliant 75 ans d'occupation et d'apartheid. Aujourd'hui, l'Occident est considéré dans l'opinion publique internationale comme responsable. Et surtout les Américains qui essaient de jouer hein, l'innocent, ils livrent les armes. En même temps, on parle de ce projet de port avec beaucoup de questions. Quel est l'objectif principal de ce port? Quels sont les buts cachés de ce port qui est en train d'être construit sur même les cadavres qui se trouvent sur le reste des maisons, etc. Comment vous voyez la responsabilité de l'Occident, sans oublier que vous, les activistes pro-palestiniens, vous avez subi l'intimidation, l'harcèlement administratif et juridique, et vous avez aussi subi l'étiquetage, le terrorisme d'étiquetage. Si vous défendez Palestine, vous êtes étiqueté automatiquement antisémite, etc. Il y avait le parrainage officiel et institutionnel de l'instrumentalisation de l'antisémitisme pour protéger Israël contre vous. Comment vous voyez ça, la situation? Je pense que la responsabilité de l'Occident est majeure, et ça, c'est depuis 1947, hein, depuis le plan de partage proposé par les Nations Unies et la création de l'État d'Israël qui a suivi, qui était une décision unilatérale d'ailleurs. Hein, la création de l'État d'Israël, elle n'aurait pas dû se passer à ce moment-là et dans ces conditions-là. Ils ont forcé les choses, ils ont créé leur État, ils ont créé un massacre énorme, hein, la Nakba, l'expulsion et la mort de 800 000 Palestiniens qui sont devenus des réfugiés. C'était l'échec à la fois de l'Empire britannique, mais c'était aussi l'échec des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et ceux qui aujourd'hui sont au Conseil de sécurité, et donc ça inclut maintenant la Russie, et qui systématiquement ont pris le parti de défendre la position israélienne, parce qu'Israël, c'était leur création en fait. Alors, il y avait effectivement une volonté de protéger les Juifs survivants de l'Holocauste, ok, mais ce que l'on sait, c'est que beaucoup d'entre eux auraient souhaité aller aux États-Unis, par exemple, et qu'ils n'ont jamais eu l'autorisation d'y aller. On leur a dit, allez, on vous fait un État, là, au Proche-Orient, allez-y et ne restez pas chez nous. Donc, déjà, tout au début, la responsabilité de l'Occident était écrasante. Et puis après, pour des raisons de stratégie commune et pour des raisons économiques aussi, vous parliez des intérêts de cette guerre aussi, c'est également l'économie, c'est le champ gazier au large de Gaza, par exemple. Et donc, pour des raisons idéologiques, politiques, stratégiques et économiques, l'Occident a considéré qu'il devait systématiquement protéger Israël, quelle que soit la direction israélienne. Et là, on est dans une configuration où la direction est la plus d'extrême droite qu'elle ait jamais eue, qu'elle ait jamais été, et ça n'empêche pas l'Occident de continuer à appuyer la position israélienne. Alors, actuellement, ce qui s'était dit après le 7 octobre, c'était que tout avait commencé le 7 octobre, négligeant complètement, oubliant, obérant les 75 ans d'occupation, de colonisation, les 17 ans de blocus de la bande de Gaza. Et donc, l'Occident unanime était derrière Israël qui avait vécu un cauchemar, et ça c'est vrai, okay, ils ont vécu un cauchemar le 7 octobre. Mais il a fallu énormément de temps pour que la position des dirigeants des grandes puissances, on va dire, occidentales, bouge un peu. Et ça, c'est malgré la volonté d'Israël, bien entendu, mais aussi malgré la volonté des États-Unis. Et aujourd'hui, on voit que même les États-Unis sont en train de taper du poing sur la table en disant, il y a une ligne rouge là, vous ne pouvez pas continuer à massacrer des civils, c'est trop. Et comme vous le disiez, tout en continuant à vendre des armes à Israël. Pour des milliards de dollars, il y a des bateaux, des avions qui déchargent constamment de l'armement en Israël, venant tout droit des États-Unis, et pas que d'ailleurs, de la France aussi. Enfin, de la France, apparemment, ce sont des composants, mais les composants d'armes de guerre. Donc, on en est au même point, même si ce ne sont pas des avions, des chars, etc. C'est la même chose. Et donc, cet Occident qui veut protéger ses intérêts au Proche-Orient, à la fois pour le pétrole, à la fois pour contrôler les peuples arabes de la région, etc., cet Occident est totalement responsable de la situation aujourd'hui et d'avoir laissé faire
les fascistes, disons les mots très clairement, les fascistes qui sont au pouvoir à Tel Aviv, et notamment Netanyahou, qui est dans une fuite en avant absolument criminelle, mortifère, génocidaire, qui vraisemblablement le fait pour des intérêts privés en plus, hein. On sait que il est susceptible d'être arrêté, emprisonné pour différentes malversations, et que tant que la guerre dure, il y a autour de lui malgré tout un consensus de la population israélienne, et donc il continue. Mais si les États-Unis, qui sont pour 92% les fournisseurs de l'armement à Israël, si les États-Unis arrêtaient demain de livrer des armes, les experts militaires considèrent qu'en 3, 4 jours, Israël n'aurait plus les moyens de sa politique génocidaire et d'assassiner les Palestiniens de Gaza. Claude, avec la responsabilité de l'Occident, il y a une autre responsabilité aussi, la responsabilité de quelques régimes arabes, la majorité des pays arabes, surtout les régimes de normalisation, l'Égypte, la Jordanie, Saoudi, la normalisation cachée, timide un peu, le Maroc, l'Imarati arabique qui est devenu un régime sioniste plus que les sionistes, un serviteur aveugle d'Israël. Est-ce qu'on oublie aussi la responsabilité de ces régimes, de ces dirigeants politiques lorsqu'on dit Abdel Fattah Sisi, le roi Abdallah, le roi Mohamed VI, le roi Ben Salman, Mohamed Ben Zayed, qui est devenu un agent au service d'Israël. Est-ce qu'on ne peut pas aussi évoquer la responsabilité juridique et pénale de ces gens qui ont essayé en toute force de donner une protection à Israël, de donner une permission pour la liquidation de la population palestinienne à Gaza? Ah, mais certainement. Ces dirigeants arabes sont complètement complices de la politique israélienne. Alors, ce sont pour des intérêts différents, c'est pour des intérêts de contrôle de leur propre population, parce que ce sont pour la plupart des dirigeants dictatoriaux et qui ne veulent absolument pas que s'exprime la volonté démocratique de leur peuple. On l'a vu au fil des années passées, et la question de Palestine est un fédérateur de cette volonté de démocratie des peuples. Et donc, il faut absolument éliminer la question de Palestine pour ces dirigeants-là, de manière à ce que leur contrôle sur leur propre population soit sans problème. Et J'ai puis, oublié aussi de mentionner, permettez-moi Claude, j'ai oublié de mentionner la responsabilité aussi de l'autorité palestinienne, ah oui, de la Cisjordanie qui est devenue un chien de garde d'Israël contre la population palestinienne. Oui. oui, ils font partie de ces dirigeants qui ont trahi la cause palestinienne, effectivement. Ce que l'on dit, et je pense que c'est véridique, c'est que l'une des raisons de l'attaque du 7 octobre par le Hamas et d'autres mouvements de la bande de Gaza, c'était de mettre en échec la normalisation avec l'Arabie saoudite qui devait être signée très peu de temps après. Et ça a été efficace à ce niveau-là, puisque c'est remis à on ne sait quand. Et pour ce qui est de l'autorité palestinienne, ouais, alors ça découle des accords d'Oslo en 1993, hein, les accords sécuritaires, disons, qui piégeaient un petit peu la direction palestinienne dans le rôle de gardien de la sécurité d'Israël, c'est-à-dire qu'on est dans une situation complètement invraisemblable où le peuple occupé est supposé protéger celui qui l'occupe. C'est absolument incroyable. Et alors qu'avec Yasser Arafat, les choses étaient complètement différentes. Avec l'équipe d'Abou Mazen, on est dans la collusion, on est dans la complicité de facto, dans la mesure où ce sont eux qui collaborent avec les services sécuritaires israéliens, dans la mesure où ce sont eux qui répriment les manifestations de solidarité quand il y en a contre les opérations israéliennes, parce que la Cisjordanie, elle souffre aussi, hein. On est à près de 500 morts là depuis le mois d'octobre, et les incursions israéliennes extrêmement violentes dans les camps de réfugiés, notamment à Jenin, à Tulkarem, à Jalazon, etc. C'est quasi quotidien. Donc les morts, c'est quasi quotidien. Des jeunes, tout le monde est susceptible d'être assassiné par les soldats israéliens. Et malgré cela, l'autorité palestinienne envoie sa police, il n'y a pas d'armée en Palestine, hein, mais elle envoie sa police réprimer les manifestations citoyennes.
Et là, récemment, le plus consternant, je pense, c'est la déclaration de Mahmoud Abbas qui, il y a 8 jours à peu près, a déclaré que la situation dramatique actuelle était causée par le Hamas. Comment peut-on tirer dans le dos d'une partie de son peuple? C'est épouvantable. Malheureusement, oui. Et Claude, vous étiez parmi les personnalités associatives qui ont appelé à la mobilisation dans le cadre de l'action boycott. Est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que l'action boycott au niveau international a tapé fort sur les intérêts israéliens? Économiquement, non. Soyons clairs, le boycott, c'est une action citoyenne, hein, c'est pas une action des États. Les citoyens, s'ils mangent plus de dates israéliennes, ça va pas changer grand-chose à l'économie. Par contre, en termes d'image, c'est quelque chose d'extrêmement fort parce que c'est lié bien sûr à l'histoire et à l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud de l'apartheid et la lutte contre l'apartheid et donc la campagne boycott à l'époque. Et pour les dirigeants israéliens, c'est considéré comme totalement infamant d'être comparé à cette période sinistre de l'histoire. Et en termes d'image, ils sont extrêmement fâchés, mécontents, furieux même de la réussite de la campagne BDS, au point qu'ils ont créé quasiment un ministère anti-BDS avec des tas de personnels qui sont en train de cibler les militants BDS. Et vous parliez tout à l'heure de l'assimilation entre antisionisme et antisémitisme. C'est la même chose, hein. Quiconque fait du boycott est obligatoirement antisémite. Et ça, c'est absolument scandaleux. Mais heureusement, il y a, notamment en France, mais aussi aux États-Unis et puis un petit peu partout, il y a des militants juifs qui dénoncent complètement l'instrumentalisation de leur judéité par un régime fasciste qui est en train de massacrer une population civile. Et je dois dire qu'ils sont l'honneur, hein, de leur groupe, etc. Malgré tout, ils sont eux aussi traînés dans la boue et menacés de procès, etc. Alors que la Cour européenne de justice vient de réitérer la décision déjà prise il y a quelque temps, que le boycott n'est pas illégal, dans la mesure où on ne boycotte pas quelqu'un pour sa race, il n'y a plus de race, mais sa race, sa religion, c'est tout à fait légal de boycotter. Et malgré ça, en France notamment, on est dans une guerre idéologique sur la question de l'antisémitisme, avec le président Macron le premier, qui a osé dire, quand il a fait la commémoration des victimes françaises du 7 octobre, que c'était le pire crime antisémite du siècle, de ce siècle-ci qui n'est pas vieux, mais le pire crime antisémite, il l'a dit, il a fait l'amalgame entre le 7 octobre et l'antisémitisme. Or, le 7 octobre, ce ne sont absolument pas des juifs qui ont été visés par les combattants qui sont sortis de Gaza de manière tellement surprenante qu'Israël est resté sans rien faire, mais c'était bien contre les Israéliens occupants de la Palestine. Et donc, cette instrumentalisation était totalement insupportable. Actuellement, Claude, Gaza 2023 a apporté quelque chose pour le combat des Palestiniens. D'abord, la fin et l'échec de la propagande israélienne. Et surtout la propagande même prise sur les médias mainstream, hein, le groupe Bolloré, ce plateau de haine et de racisme, de plateau de Sonia Mabrouk, Pascal Pro, Darius, 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 doctrine de soumission et de service aussi pour les intérêts capitalistes, budgétaires, etc. Et en plus de ça, le résultat de Gaza 2023, c'est l'échec. Et l'échec et la tombée de la légitimité de ces scénarios victimaires d'Israël. Est-ce que vous pensez qu'avec la saisie de la Cour de justice internationale par l'Afrique du Sud, avec une centaine de procédures et des recours déposés devant la Cour pénale internationale,
on a fini avec l'impunité ou on va finir prochainement avec l'impunité, la protection d'Israël pour ses crimes. Inch'Allah, j'en doute. On est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, c'est vrai, à la fois avec le tribunal pénal international et puis la Cour internationale de justice, qui sont deux structures différentes. Il y a une volonté maintenant de mettre en évidence les crimes israéliens et peut-être de les punir. Mais ce qui me préoccupe, c'est que, par exemple, pour la CIJ, qui parle donc de risques génocidaires très importants, cette décision est théoriquement contraignante, mais la Cour n'a aucun moyen de la faire appliquer. Et on constate depuis cette décision qu'Israël a renforcé encore la violence génocidaire contre Gaza. C'est après ça qu'on a vu des gens qui essayaient de récupérer de la farine tombée de camions se faire tirer dessus à bout portant par les soldats israéliens. Donc, si les Nations Unies… Les nourrissons dans les couveuses, hein. Ils ont décroché Oui, les couveuses, ils ont assassiné des femmes enceintes, des cancéreux avec respiration artificielle. Il ne faut jamais oublier oui, ça. oui, oui, le génocide a continué de plus belle, si j'ose dire. Et donc, si les Nations Unies n'ont pas les moyens de faire appliquer leurs décisions, de faire appliquer le droit international, le droit international, c'est théoriquement ce qui fait que les nations du monde peuvent fonctionner ensemble, et sans guerre et sans agression. Et s'il n'y a pas les moyens de le faire appliquer, comment voulez-vous empêcher l'équipe au pouvoir à Tel Aviv, qui sont des criminels épouvantables, hein, et qui n'ont pas la moindre conscience morale, et, et qui sont même qui affichent publiquement leurs crimes, comment voulez-vous qu'on y arrive? Donc, théoriquement, on est sur la bonne voie. Concrètement, je crains fort que l'impunité ne dure encore longtemps. Netanyahou vient bien de déclarer que Rafah était toujours son objectif, même si les États-Unis s'y opposaient. Ça, c'est nouveau. Parce que les États-Unis viennent de bouger là. Ils viennent de dire attention, ligne rouge, on ne touche pas à Rafah et à sa population civile. Alors, réponse, mais on va les déplacer d'abord et on va se défaire du Hamas ensuite, ce qui est d'une stupidité énorme, et politiquement et puis en termes de communication, parce que où les mettre, le 1,5 million personnes qui sont actuellement piégées à Rafah. Et puis, ils ont dit aussi que si il y avait cessez-le-feu ou au moins trêve, dès que les otages étaient libérés, ce qui est officiellement un de leurs objectifs, ils recommençaient à attaquer Gaza. Donc, comment voulez-vous que l'impunité cesse? Moi, je pense qu'il faut impérativement que les peuples continuent de faire pression sur leurs propres dirigeants, comme nous on le fait en France, comme on le fait partout. On voit des manifestations énormes partout, pour que eux mettent réellement l'arrêt à la politique israélienne et se préparent à imposer des sanctions économiques, des sanctions militaires, arrêt de la coopération sécuritaire, arrêt évidemment des ventes d'armes, et peut-être comme ça peut-on voir avancer les choses. J'aimerais bien terminer avec vous au club de l'IOSTI par un message. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux victimes palestiniennes, surtout aux femmes palestiniennes siégées, affamées, violées, séquestrées? Je leur dis que mon cœur saigne et que je pleure pour elles et pour leurs droits et pour leur vie et pour leurs enfants et pour la Palestine. Et je leur dis aussi à quel point je suis admirative devant leur force de résistance, le fait qu'elles continuent de protéger leurs enfants, qu'elles continuent à ne pas se nourrir elles pour pouvoir nourrir les enfants avec le très peu de nourriture dont elles disposent. Elles sont le fer de lance de la société palestinienne, à Gaza et en Cisjordanie. Ce sont elles qui maintiennent les familles ensemble, ce sont elles qui maintiennent aussi les traditions, ce sont elles qui tiennent la clé de la maison dont elles ont été chassées, dont leurs familles ont été chassées en 1948. Elles sont absolument remarquables, ces femmes de Palestine. Elles souffrent encore plus que les hommes, parce qu'il y a effectivement toute cette violence, y compris sexuelle, là, dont vous parlez. Oui. Et malgré ça, elles ne baissent pas les bras, elles ne plient pas. Et je pense que notre devoir à nous, c'est de continuer à faire entendre leur voix, c'est de témoigner. Ne pas témoigner, c'est une forme de complicité. Donc tous ensemble, toutes ensemble,
nous devons continuer à descendre dans les rues des villes, nous devons continuer à dire que cette politique israélienne est totalement scandaleuse, inacceptable et criminelle et que, ben, écoutez, Palestine vaincra. Merci beaucoup, Claude Liostic, présidente d'honneur de la plateforme française des ONG pour la Palestine. Merci infiniment. Ça a été un honneur de vous recevoir. À la prochaine rencontre. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.